Comme la langue, exemple de l'interrogation de savoir si des études de langue étaient encore nécessaires dans les universités. Pourquoi le français? Ça montre qu'il y a un intérêt tout particulier pour la langue française. Deuxièmement, je citerai le film que j'adore de Woody Allen, Midnight in Paris, qui est pour moi un des plus belles hommages qu'un intellectuel américain puisse rendre à cette histoire privilégiée des liens culturels entre la France et les États-Unis. Voilà, donc il y a cette ambiguïté que ces deux exemples, à mon avis, rendent très très bien. Alors notre travail, c'est justement de contribuer à développer et enrichir ces relations un peu complexes entre la France et les États-Unis. Le service culturel est basé à New York. Je vais déjà vous présenter très rapidement, quelques minutes, nos services. Le service culturel est basé à New York sous la direction d'un conseiller culturel, M. Antonin Baudry, qui a autour de lui trois services importants. Je signale d'ailleurs que ces services se trouvent sur la 5e avenue, à une centaine de mètres en dessous du Metropolitan Museum, dans une maison magnifique que je vous conseille de visiter, puisqu'il y a dans cette maison, à l'entrée, une statue de Michel-Ange. Alors, ça vaut quand même un déplacement. Et c'est pas loin du Metropolitan Museum. Et c'est ouvert à tous les visiteurs. Donc, au 972 5e avenue se trouve la base de nos services culturels, avec trois services importants. Le service de la coopération artistique et culturelle, danse, peinture, etc. Le service du livre, qui lui s'occupe de tout ce qui peut être fait dans le domaine des échanges en traduction et de la promotion des écrivains français aux États-Unis et des écrivains américains en France. Le troisième service, c'est le service de l'audiovisuel, radio, télévision, cinéma, bien entendu. Et puis, une partie du service de coopération universitaire, ce service à New York s'occupant du Partner University Fund, PUF, lequel finance des projets au niveau du master entre les universités américaines et françaises, donc des projets de développement, de recherches innovantes, aussi bien dans le domaine de la culture que dans le domaine des sciences. Une autre partie du service culturel se trouve à Washington, là où je suis, et là nous trouvons le service, la deuxième partie du service de coopération universitaire, qui gère les bourses Chateaubriand, les bourses attribuées à de jeunes chercheurs américains qui vont travailler pendant 5 à 6 mois dans des laboratoires français s'ils sont des scientifiques, ou bien dans des universités françaises s'ils font une recherche dans le domaine des sciences humaines. Et ce service gère aussi les bourses Franklin qui viennent d'être créées et qui permettent à de jeunes Américains qui font des doubles majors dans une discipline, quelle qu'elle soit, et en français, d'aller suivre un séjour en France pour poursuivre leurs études. Il s'agit de jeunes undergraduates qui font un double major discipline et français. Et enfin, donc, ce service s'occupe aussi, j'en parlerai tout à l'heure, des centres d'excellence des États-Unis. Un autre service important, c'est le service des établissements à programme français, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et le troisième service, c'est celui dont je m'occupe, le service de la promotion de la langue française. Je parlais au début des relations privilégiées entre la France et les États-Unis. La France a aux États-Unis, grâce aux partenariats nombreux qui ont été développés depuis des années, tout un réseau de partenaires et tout un réseau d'amis qui en font sans doute un partenaire unique pour les États-Unis. Je vais vous donner rapidement les points principaux, les éléments principaux de ce réseau. Premièrement, les consulats généraux de France, au nombre de 10, ont chacun un service culturel. Je ne vais pas vous donner la liste, il est facile de trouver les différentes villes où se trouvent ces consulats, San Francisco, Los Angeles, Houston, Miami, la Nouvelle-Orléans, Chicago, Boston, Atlanta, Washington. Et dans chacun de ces consulats généraux se trouve un service culturel avec un attaché culturel et un attaché culturel adjoint qui est plus particulièrement chargé de coopération éducative. Si vous êtes enseignant, ou que ce soit aux États-Unis, essayez de vous rapprocher d'un de ces consulats, celui qui est le plus proche de votre lieu de travail,
et prendre contact avec l'attaché culturel adjoint chargé de coopération éducative. Les États-Unis ont aussi comme particularité d'avoir le plus important réseau d'alliances françaises au monde. Vous connaissez les alliances françaises, réseau créé en 1883 par des personnalités comme Louis Pasteur, Ferdinand de Lesseps, Jules Verne, des visionnaires, chacun dans leur domaine. Et 115 alliances françaises se trouvent aux États-Unis. À peu près une quarantaine d'entre elles sont des centres d'enseignement. Les autres sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange entre Américains et francophones, francophiles et Français. Les plus importantes alliances sont à New York, Chicago, Washington, Atlanta, Porto Rico. Et les alliances françaises jouent un rôle majeur, bien entendu, dans la diffusion de la langue française. Actuellement, les alliances françaises américaines accueillent à peu près 27 000 étudiants par an. Donc, première originalité des États-Unis, c'est d'avoir le plus important réseau d'alliances françaises au monde. Il y a à peu près 1000 alliances françaises dans le monde, un peu plus de 10% se trouvent aux États-Unis. Deuxième réseau très important, le réseau des établissements américains à programme français. Ces établissements ont pris la décision de proposer à leurs élèves des programmes qui sont validés par le ministère de l'Éducation nationale en France. Ce qui permet à ces élèves, s'ils le souhaitent, de retourner en France ou bien d'aller en France et de suivre dans la continuité un programme dans n'importe quel établissement français. Il y a 42 établissements agréés de ce type aux États-Unis. C'est là aussi le plus important réseau au monde. Il y a à peu près 480 établissements à programme français dans le monde. Presque 10% se trouvent aux États-Unis. Ils scolarisent au total à peu près 15 000 élèves. Un autre réseau essentiel aux États-Unis pour la promotion de la langue française, c'est bien sûr le réseau de l'Association américaine des professeurs de français, avec ses 72 chapitres locaux. Et là aussi, l'Association américaine des professeurs français est la plus importante association de professeurs au monde, avec ses 8000 membres. Et d'ailleurs, demain, je me rends au congrès annuel de cette association qui se tient tous les étés au mois de juillet, et cette année, ça se tient à Providence, en Rhode Island. Un autre réseau important est celui des centres d'excellence universitaires. Ils sont 18, et ces centres ont pour mission, grâce à des collaborations de la part de notre service, de développer en milieu étudiant la culture française, soit sous forme de rencontres avec des écrivains, de projections de films, de congrès aussi, et toute activité qui peut contribuer à promouvoir la culture française. Et il y a aussi des associations qu'on appelle des associations français langue maternelle, FLAM. Il y en a une vingtaine aux États-Unis qui ont pour mission de, là dans les endroits où il n'y a pas d'établissement qui enseigne le français, de proposer un enseignement périscolaire, donc en dehors de l'école, à de jeunes francophiles ou de jeunes francophones, pas forcément français, n'importe quelle nationalité, qui ont envie de poursuivre en dehors de l'école leur apprentissage du français. Donc ces associations sont 18 aux États-Unis. Donc vous voyez que c'est un réseau très diversifié qui touche différents publics et qui chaque fois est très important par rapport, bien sûr, en relation avec l'importance des États-Unis, mais en même temps, c'est cette variété qui donne à la place et à la situation du français aux États-Unis cette force singulière. Parce que dans l'enseignement public, rappelons-le, le français est la seconde langue enseignée après l'espagnol. Il y a à peu près 1 200 000 jeunes Américains qui apprennent le français dans le système scolaire et 215 000 étudiants américains qui apprennent le français à l'université. Donc le français se place en seconde position. Certains même, qui sont optimistes, pourraient dire que le français est en première position, puisque l'espagnol n'est plus une langue étrangère aux États-Unis. J'en parlerai tout à l'heure.
Alors, une fois dressé ce panorama, quelles sont nos principales tâches dans notre service? La première tâche essentielle, c'est ce que j'appellerais la coopération institutionnelle. Il existe en France un système administratif scolaire qui est très centralisé, avec des circonscriptions éducatives qu'on appelle des académies. Il y a une trentaine d'académies en France. Plusieurs de ces académies ont signé des MOU avec des États américains ou bien des districts américains. Aujourd'hui, une vingtaine de MOU ont été signés entre Académie française et États ou districts américains. Un des derniers en date, c'est un MOU signé entre l'Académie de Paris, par exemple, et le district de Chicago, Chicago Public Schools. Le but de ces MOU, c'est de faciliter les échanges, des appariements, on dit, entre des établissements français et américains, qui peuvent donner lieu, ces appariements, soit à des échanges scolaires, des voyages d'élèves de 2 semaines par exemple, soit à des échanges virtuels sur des projets transdisciplinaires, soit des échanges de professeurs. C'est une des bases les plus importantes de notre coopération éducative, car c'est là qu'il y a de la créativité, c'est là qu'il y a de l'innovation, c'est là qu'il y a ces rencontres humaines qui font l'intérêt pour nos langues étrangères. Un deuxième axe de notre coopération, c'est la promotion de la langue, bien entendu. Ça passe par plusieurs formes, alors je vais vite. Participation à des congrès, alors pas seulement le congrès de la ATF, mais aussi le congrès d'ACTFL en novembre, où nous avons une présence assez importante. Nous essayons de coordonner un espace francophone de 25 à 30 stands, où se trouvent des représentants français, québécois, qui donne donc une certaine visibilité à la présence de la langue française dans un univers qui est très compétitif, où les autres langues aussi sont très dynamiques, notamment le mandarin, ou l'espagnol aussi, j'en parlais tout à l'heure. Donc nous devons là aussi afficher une présence en jouant, je reviendrai tout à l'heure, sur la richesse de la francophonie. Et une autre force du français aux États-Unis, c'est cette diversité culturelle que l'on peut sentir approcher, cette diversité qui est de plus en plus évidente dans un monde qui se rétrécit. Et la francophonie est, je crois, une des forces d'avenir de la langue française. Participation au salon, organisation de concours. Beaucoup de mes collègues dans les consulats généraux organisent des concours, participent à des congrès aussi. Je citerai notamment, par exemple, un congrès en Floride qui réunit plus de 800 élèves de high school et pendant 3 jours, et ces élèves se réunissent en faisant des pièces de théâtre, en jouant des scénettes en français. C'est vraiment un moment très privilégié, tout à fait particulier aux États-Unis. Il y a le Texas French Symposium aussi, qui réunit plus de 700 élèves de high school pendant 2 jours en français. Donc ce sont des moments auxquels nous devons participer. Il y a aussi notre site internet qui vient d'être refait, frenchculture.org, auquel je vous invite aussi de vous rendre pour découvrir de diverses activités. Autre moment important pour la promotion de la langue française, la semaine du français qui est organisée en novembre par l'AATF et la semaine de la francophonie en mars. Et dans la plupart des grosses villes où nous avons des consulats, des partenaires de différents pays francophones se réunissent pour organiser ensemble une semaine de la francophonie. C'est particulièrement important à New York et à Washington, où toutes les ambassades des pays qui ont comme langue officielle le français participent à ce qui est non plus une semaine, mais un mois de la francophonie à Washington. Donc le deuxième grand axe, c'est la promotion. Troisième grand axe, c'est la formation continue des enseignants de français. Sur notre budget annuel, nous consacrons plus de 45% de notre budget à ces projets de formation continue. Rapidement, premier grand axe sur lequel nous apportons un soutien aux professeurs français, ce sont des bourses en France, une quarantaine de bourses de 2 semaines dans des centres linguistiques où les professeurs vont suivre des ateliers de méthodologie
de l'enseignement du français, de didactique de l'enseignement du français. Alors, chaque année, nous essayons de changer de centre, mais souvent, c'est dans des centres comme le CAVILAM de Vichy, le CLA de Besançon ou des alliances françaises aussi. Parmi ces 40 bourses, une dizaine de bourses sont réservées à des professeurs qui enseignent dans des établissements bilingues. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Autre axe sur lequel nous travaillons, c'est l'organisation de tournées de spécialistes dans le domaine de la didactique du français à l'étranger. Nous organisons 5 à 6 tournées par an, d'une semaine à 10 jours, et ces spécialistes restent une journée dans chaque ville et donnent des ateliers de 3 à 6 heures pour donc des enseignants de la région. Souvent, nous avons comme partenaires les alliances françaises qui sont des lieux d'accueil de ces ateliers. Autre axe, des universités d'été, c'est un grand mot, pour des séminaires de 3 à 5 jours qui réunissent des professeurs de français, là aussi pour des ateliers de didactique de l'enseignement du français à l'étranger. Nous ne donnons pas d'ateliers vraiment sur la culture, ni d'ateliers sur divers aspects de la civilisation française aujourd'hui. C'est davantage axé sur l'acquisition de nouvelles pratiques pour l'enseignement de la langue. Alors, les thèmes peuvent être comment utiliser les nouvelles technologies pour enseigner la langue, ça peut être l'utilisation de la chanson, l'utilisation des documents authentiques, l'évaluation, enfin toutes sortes de points qui peuvent intéresser un enseignant. Cette année, nous avons 6 universités d'été. Nous en avons 2 en Floride, une à Washington qui a réuni plus de 50 professeurs, une autre à Santa Barbara en Californie, pour une trentaine de professeurs, une autre qui vient de se terminer à Chicago, une autre aura lieu à la fin du mois d'août à Boston. Chaque fois, les formateurs sont soit des professeurs américains, qui sont professeurs en université, la plupart du temps, soit des formateurs français que nous faisons venir spécialement de France et qui travaillent généralement dans des centres spécialisés dans la didactique du français à l'étranger. Enfin, nous avons créé au mois de janvier une formule tout à fait originale qui est un cours de formation à distance. Appelons ça plutôt un cours de rafraîchissement de connaissances sur la France d'aujourd'hui, qui a été lancé donc en janvier pour 2 groupes de 8 professeurs. Les groupes se sont très très vite constitués. Le cours consiste en 10 modules de 3 heures chacun, 2 heures en travail asynchrone, c'est-à-dire à distance. Le professeur travaille quand il veut, comme il le veut, sur des matériaux qui ont été réunis sur une plateforme Moodle, et 1 heure en synchrone avec un tuteur. Au total, donc, 30 heures de formation, 20 heures en asynchrone, 10 heures en synchrone, suivi d'une rencontre finale d'1 heure où l'on fait un peu le bilan de la formation. L'intérêt de cette formation est double. D'abord, le cours porte sur la France d'aujourd'hui et vient d'être créé, c'est donc des données très très actuelles sur la civilisation française ou sur la société française, parlons plutôt de société française actuelle. Ce cours donne lieu à l'obtention de 3 de Continuing Education Credits. Ces 3 crédits sont attribués par l'université de l'Utah, Utah State University, qui est partenaire de ce programme. Et enfin, les professeurs, au cours de cette formation, sont invités à préparer un projet pédagogique qu'ils présentent à leurs collègues lors de ces rencontres synchrones et qu'ils peuvent ensuite travailler avec leur classe. Et ils bénéficient aussi de l'apport des 15 autres projets réalisés par leurs collègues, de telle sorte qu'on espère que dans 1 an ou 2, nous aurons une sorte de banque de données sur une plateforme commune de différents projets pédagogiques sur la société française d'aujourd'hui, dont l'objectif est d'être directement utilisable en classe. C'est ça l'objectif de cette formation, c'est trouver des ressources, des documents que l'on puisse concrètement utiliser dans la classe. Voilà, donc ça c'est nos 3 grands axes de travail.
J'ajouterai un quatrième axe qui est très administratif, c'est que nous gérons le programme des assistants de langue américains en France. Il faut le savoir, c'est quand même, là encore, une particularité des États-Unis au niveau des chiffres. Le ministère de l'Éducation nationale français accueille chaque année 5000 étudiants étrangers comme assistants de langue dans des écoles primaires et des écoles secondaires. Ces assistants travaillent 7 mois, d'octobre à fin avril. Ils sont payés par le ministère de l'Éducation nationale un salaire qui équivaut à peu près à $1000 mensuels. Ça leur permet de vivre en France, de connaître la société française, de développer leur connaissance du français, et en même temps d'acquérir des bases s'ils veulent plus tard devenir enseignants. Sur les 5000 étudiants étrangers, 1140 sont américains. C'est donc le plus gros contingent d'étudiants étrangers en France. Le second contingent est le contingent britannique avec 940 étudiants. Vous voyez ? Notre rôle est donc de recevoir les candidatures. On reçoit à peu près 2100 candidatures par an de toutes les universités américaines de tous les États. Et nous avons des critères de sélection. Et nous élaborons ensuite la sélection avec le Centre international d'études pédagogiques, qui est un peu l'agence pour la coopération étrangère du ministère de l'Éducation nationale. Notre objectif, c'est d'essayer de développer un tant soit peu une forme de réciprocité et d'encourager aussi l'accueil d'assistants français aux États-Unis. Donc nous avons développé depuis un an un programme de promotion auprès des écoles publiques américaines ou des écoles privées. Et on commence déjà à avoir quelques résultats. Cette année, une dizaine de jeunes assistants français pourront venir dans des écoles publiques américaines. Il y en a bien sûr d'autres qui sont accueillis dans des universités américaines, mais là il s'agit de relations directes et nous n'avons pas la connaissance exacte de ces échanges-là. Maintenant, je voudrais en venir à la deuxième partie de ma présentation. J'ai combien de temps encore? Normalement, vous avez jusqu'à la demi, mais je suis sûre qu'il y aura des questions qui vont venir. Donc, si vous avez un quart d'heure, ça va? Oui, ça va. La deuxième partie consistera à vous présenter les axes thématiques forts. Ce que je vous ai présenté, c'est plutôt la structure générale de votre action. Maintenant, j'aimerais vous présenter ce sur quoi nous essayons de mettre la priorité. Première priorité pour nous, l'enseignement bilingue. Il est bien connu maintenant que rien ne vaut l'apprentissage précoce des langues. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 1 200 000 jeunes Américains qui apprennent le français, ce qui ne représente même pas 3% des jeunes Américains scolarisés. Il faut savoir qu'il y a à peu près 18,5% des jeunes Américains qui auront, dans leur scolarité, suivi un enseignement de langue, quel qu'il soit. Et par conséquent, il faut absolument renforcer, et c'est une des priorités du département d'État de l'éducation, renforcer l'apprentissage des langues étrangères pour que les jeunes Américains soient de futurs global citizens compétitifs dans l'économie mondiale. Donc c'est vraiment aujourd'hui un credo qui devient de plus en plus important. Et tout passe par l'enseignement bilingue. C'est pour ça que certains États ont pris la décision de développer cet enseignement. Le Delaware, notamment, dont le gouverneur a reçu le Grand Prix d'Acton l'an dernier pour son action en faveur de l'enseignement précoce des langues. L'Utah a créé en 4 ans 70 programmes d'immersion dans des écoles de l'Utah. Sur ces 70 programmes, 10 sont en langue française. Et il s'agit d'un... Il faut savoir que l'Utah a procédé de manière tout à fait méthodique en faisant appel aux meilleurs chercheurs américains, partout aux États-Unis, pour venir les aider à construire un programme qui aujourd'hui est un modèle et qui fait école dans plusieurs autres États. Par exemple, la Géorgie va ouvrir en septembre 3 classes bilingues en français qui sont exactement sur le modèle de l'Utah. Quel est ce modèle? C'est ce qu'on appelle le Dual Language Programme, que les jeunes élèves, qui sont tous de jeunes Américains, il n'y a pas, donc on ne parle pas de jeunes qui ont allophones, qui ont une autre langue à la maison. Ils ont la moitié de leur temps scolaire, 3 heures en anglais,
Et les 3 autres heures, parce que ce sont des rythme scolaire de 6 heures par jour, les 3 autres heures, ils étudient en langue étrangère. Ils n'étudient pas la langue étrangère, ils étudient en langue étrangère, les maths, les sciences naturelles, etc. Tout cela pendant tout le cycle primaire. Et donc, 11 écoles, bientôt, 10 actuellement, 11 écoles enseignent de cette manière en français, ce qui représente plus de 3000 élèves, quand même. Et à partir de 2014, l'Utah ouvrira des middle schools qui poursuivront cet enseignement. Pourquoi? Parce que un des problèmes aux États-Unis, c'est que certes, il y a plusieurs écoles d'immersion. On a à peu près 120 écoles qui enseignent le français dans le primaire. Le problème pour les élèves qui ont suivi ces études et qui sont arrivés à un très bon niveau de français, c'est qu'il n'y a pas la continuité en middle school. Donc l'Utah a pris la décision de créer des écoles middle school qui permettront aux élèves de poursuivre en langue étrangère leur apprentissage. Autre État qui est tout à fait singulier, unique, exemplaire, c'est la Louisiane, de par ses relations historiques avec la France. Et c'est là qu'il y a le programme Codophile, qui est un programme louisianais, et qui a développé l'enseignement en français dans plusieurs paroisses de la Louisiane. Bon, c'est à peu près pas loin de plus de 5000 élèves étudient en français à l'école primaire. Et là, depuis 1970, il y a un programme d'accueil de professeurs français qui viennent donner cet enseignement avec des visages iwan pendant 3 ans comme visiting teachers. Au total, chaque année, c'est à peu près 120 professeurs français qui travaillent en Louisiane, mais il y a aussi des professeurs canadiens, des professeurs belges qui participent aussi à ce programme louisianais. Ce programme, comme en Utah, est en développement, puisque la Louisiane a l'intention de créer aussi des middle schools pour poursuivre cet enseignement qui, pour l'instant, se fait principalement au milieu primaire. Et la Louisiane, je viendrai tout à l'heure, s'intéresse beaucoup aussi au DELF, au diplôme d'études de la langue française. Autre cas singulier et intéressant, c'est New York. Alors qu'en Utah, on a une décision de l'État qui crée un modèle et qui ensuite applique ce modèle unique dans différentes écoles, à New York, c'est l'inverse. C'est le bottom-up. Ce sont des écoles qui décident par elles-mêmes de créer un programme en français de par une forte pression de la francophonie locale. Il y a des dizaines de milliers de francophones à New York qui voudraient que leurs enfants puissent suivre un enseignement en français. Et en moins de 4 ans, 8 écoles viennent de créer un programme d'enseignement en français. Donc c'est extraordinaire. Mon collègue qui se charge de la région de New York parle d'une véritable révolution bilingue à New York. Et là aussi, dans 2 ans, des collèges, des middle schools vont ouvrir avec un programme de français. Voilà les 3 exemples. Maintenant, je parlais de 120 écoles, il y a beaucoup d'autres écoles d'excellence à Minneapolis, à Charlotte, dans Caroline du Nord, près de Boston, qui ont un enseignement de plus de 20 ans d'immersion en français. C'est relativement éparpillé. Dans l'Oklahoma, ce sont des cas plus isolés. Le deuxième programme sur lequel nous travaillons, c'est le programme de développement de l'enseignement du français de spécialité dans les universités. Donc, ce serait très très long. Donc ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une érosion du nombre de majors en français, d'étudiants qui font des majors en français. Sauf dans certaines universités où les professeurs ont trouvé un moyen d'encourager les étudiants à suivre des majors en français sans qu'ils aient forcément à suivre des études de spécialistes en littérature notamment. On part du principe qu'aujourd'hui, les jeunes étudiants américains, comme partout dans le monde, et c'est un peu ce qu'on appelle aussi la crise des humanités, ont besoin de valoriser leurs études et de trouver des emplois à la sortie de l'université. Et que des études de littérature, certes, peuvent être très formatrices en termes de constitution des savoirs intellectuels, mais ne peuvent
pas toujours être particulièrement adaptées au projet professionnel. Et donc certaines universités, notamment à Rhode Island, c'est pour ça que cette année, la conférence inaugurale à l'ATF sera donnée par les professeurs de Rhode Island. À Rhode Island notamment, des programmes développent des doubles majors, français, discipline. Et à Rhode Island, il y a plusieurs dizaines de jeunes qui font des études dans une discipline qui peut être l'ingénierie, les relations internationales, la médecine, la mode, tout en ayant un major en français. Et ça, c'est une voie qui est une voie d'avenir pour le français dans les universités. J'ai visité il n'y a pas très longtemps, je ne vous dirai pas où, un département de français où il y avait 7 professeurs, 5 titulaires, 2 assistants, et ils avaient 6 étudiants en major. Combien de temps cette université pourra continuer à offrir des programmes de français? C'est-à-dire qu'il faut absolument trouver un moyen de faire venir des étudiants d'autres facultés, d'autres départements, vers le français. Alors, je voulais vous montrer un article qui est remarquable. Plusieurs choses que je vous dis sont dans ce numéro de French Review qui est paru au mois de mai. Et le directeur éditorial de French Review a eu la gentillesse de vous demander à notre service de faire le premier article un peu en préambule. Donc vous trouverez beaucoup de choses que je vous dis déjà dans cet article. Mais il y a un autre article d'un professeur qui s'appelle Durand de l'Université d'Arizona et qui aborde très très bien cette problématique de la nécessité aujourd'hui d'essayer de développer des doubles majors français entre disciplines. Je vous invite vraiment à lire cet article, c'est très éclairant et c'est, je crois, en même temps stimulant. Autre axe de développement, j'aurais bientôt fini, c'est le diplôme d'études de la langue française. C'est fondamental. On sait à quel point aux États-Unis, la culture du test dans le système scolaire est devenue prédominante, avec le programme No Child Left Behind, puis Race to the Top. Les écoles, les professeurs sont jugés sur les performances de leurs élèves. Donc, les tests, l'évaluation sont fondamentales. Or, l'évaluation en langue existe avec, bien sûr, le TOEFL. Il y a le AP aussi, qui est fondamental pour l'acquisition de crédit. Mais il faudrait trouver des corrélations aussi avec les autres pays. Arriver à trouver des standards qui soient des standards communs. On sait à quel point aussi la notion de Common Core Standard est essentielle aujourd'hui dans la réflexion éducative aux États-Unis. Or, vous le savez sans doute, le Bureau européen des langues a créé, il y a maintenant plus de 15 ans, le Common Core Standard for Languages, donc le CECR, Common European, le cadre européen de référence pour les langues. Voilà. Je cherchais le mot en anglais, cadre européen commun de référence pour les langues. Dites-le en français, ils ont signé pour ne parler que français. Donc... c'est vrai. Ah oui. Le cadre européen commun de référence pour les langues. Je vais comparer ça rapidement à l'invention du maître. Autrefois, au XVIIIe siècle, il y avait autant de mesures qu'il y avait de provinces. Aujourd'hui, avec le maître, c'est la même mesure pour tous les pays européens. Pareillement, pour les langues, il y avait autant de diplômes qu'il y avait de pays, et même parfois d'universités. Même les alliances françaises avaient leur propre diplôme, alliance française. Donc c'était une sorte de fouillis, de forêt vierge de diplômes. Avec l'invention du CECR, toutes les langues européennes sont mesurées, calibrées sur les mêmes standards et au même niveau. Si bien que ça facilite la mobilité étudiante entre les universités européennes, mais ça facilite aussi la mobilité professionnelle. Les entreprises savent exactement à quel niveau se trouve tel ou tel candidat par rapport au cadre européen comme référence. De telle sorte que ce cadre européen comme référence s'est développé dans beaucoup d'autres pays, et au Canada notamment, plus proche, plusieurs provinces, l'Ontario, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, ont choisi aussi de se référer au cadre européen commun de référence. Et même des diplômes comme le DELE pour l'espagnol, le DEF, sont des diplômes qui sont conçus exactement sur les mêmes grilles de mesure, ou le DSD allemand, ou le DELI pour l'italien, tous ces diplômes sont équivalents, et bien sont proposés par exemple en Alberta. Et
le département d'éducation de l'Alberta a choisi de proposer à ses étudiants ces diplômes internationaux. Ce que l'on voit aux États-Unis, c'est pointer un vrai intérêt pour le DELF, le délai et autres. Nous avons cette année développé deux expériences. Premièrement, je vous parlais tout à l'heure des établissements à programme français. On pourrait considérer que ces établissements à programme français, ayant formé de parfaits francophones, étudiants en français, ne s'intéresseraient pas à ces diplômes. Et jusqu'à une date toute récente, ils avaient un certain mépris pour ces diplômes, ces établissements, dans le monde entier. Eh bien, cette année, une convention a été signée entre l'agence qui est chargée de gérer ces diplômes et l'agence qui gère ces établissements. Ces établissements vont dorénavant proposer le DELF. Et nous avons créé, nous sommes le premier pays d'ailleurs au monde à l'avoir fait, nous avons créé une session DELF pour les établissements à programme français américains. Il y a pour l'instant une cinquantaine d'élèves qui se sont présentés. Ils ont tous réussi avec des notes au-delà de 90 sur 100. Mais c'est un signe. Et on pense que ce diplôme va se développer déjà dans ce réseau d'établissements. Les écoles privées de Washington, j'ai rencontré deux écoles privées, deux responsables d'écoles privées à Washington, s'intéressent à ces diplômes. Pourquoi? Parce que ça permet aux parents déjà de savoir où se trouve leur enfant. Ça permet aux enfants d'avoir aussi des objectifs d'apprentissage qui sont clairs. Ils savent où ils se situent, ils savent où ils vont. Et surtout, c'est ça le plus important, ça permet aux professeurs de construire des parcours d'enseignement-apprentissage sur des données objectives, réelles, qui leur permettent de savoir où ils vont. Et ça, c'est fondamental. Et nous avons, deuxième exemple, créé une session expérimentale du DELF dans 14 établissements américains, 7 en Louisiane, 2 dans le Minnesota, Boston, Washington. Plus de 450 élèves se sont présentés. C'était gratuit, donc c'était expérimental. C'était pour le DELF prime, le DELF primaire. Là aussi, grand succès. Il y avait même une école à Denver, Colorado. Et ça s'est bien marché qu'un comté proche de Washington, Prince George County, souhaiterait mettre en place un DELF scolaire dans 2 ans. Vous voyez là aussi, donc, le DELF nous apparaît comme un outil qui va structurer l'enseignement du français sur des bases solides et internationales, puisque, vous le savez sans doute, ces diplômes sont reconnus sur le plan international. Quatrième axe, qui est pour moi fondamental, c'est ce qu'on peut appeler l'intercompréhension des langues latines. L'espagnol est dans une situation privilégiée aux États-Unis. On dit même que les États-Unis, très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, seront le premier pays hispanophone au monde, avant l'Espagne. De par l'évolution démographique, c'est très proche. Il y a en Europe, depuis une vingtaine d'années, ça a commencé à Aix-en-Provence, avec la professeure Claire Blanche-Béléniste, des études conduites par des équipes européennes sur une approche pédagogique qui est un vrai saut paradigmatique. C'est-à-dire, c'est une approche qui consiste à étudier les langues différemment. On va se baser sur l'intercompréhension. On va privilégier la compétence de compréhension écrite, dans une moindre mesure la compréhension orale, avant de travailler sur l'expression. L'expression viendra plus tard. Et il a été démontré, notamment par les travaux de Claire Blanche-Béléniste auprès d'étudiants de 3e année à l'université, qui étaient des spécialistes en droit ou en relations internationales, qu'avec moins d'une centaine d'heures d'enseignement, ces étudiants pouvaient être capables de lire facilement des textes en italien, espagnol, portugais, roumain. Dans le monde d'aujourd'hui, où on n'a jamais été autant exposé à l'écrit par Internet, où la circulation de l'information n'a jamais été aussi importante, la compétence de compréhension est fondamentale. C'est la base de tout. Et une approche méthodologique, nouvelle, qui permettrait, avec une grande économie de temps et de moyens, à des étudiants en 2 sessions, d'être compétents dans plusieurs langues, plurilingues, d'avoir quasiment un niveau B2 de compréhension dans plusieurs langues, ça serait un saut énorme en direction de la diversité linguistique. Et les États-Unis nous paraissent un pays idéal pour conduire ce genre d'application pratique.
Parce que si en Europe, des quantités d'équipes ont travaillé là-dessus, à Rome, à Barcelone notamment, à Grenoble, à Toulouse, on n'est jamais encore allé véritablement vers une mise en application pratique dans un système scolaire ou même dans une université à moyenne échelle. Il y a toujours des expériences, par exemple l'expérience Eurom 5 à Rome, qui marche très bien, mais ça reste relativement restreint. Donc voilà, ça c'est un domaine sur lequel il me semble qu'il faut absolument travailler. Enfin, je terminerai là-dessus, une grosse part de mon travail, c'est aussi ce que j'appellerais de la veille éducative. On parle toujours de veille scientifique, mais il y a aussi quand même une veille éducative qui consiste à comprendre ce qui se passe dans le système éducatif américain et en rendre compte aux responsables au ministère de l'Éducation nationale en France. Et justement, aux États-Unis, on sent depuis plusieurs années une réflexion qui rejoint la réflexion dans beaucoup d'autres pays sur les problèmes de décrochage, sur les problèmes d'innovation dans les techniques d'enseignement-apprentissage. Et le mois dernier, par exemple, le président Obama présentait un vaste programme de développement de l'utilisation des TIS dans le système scolaire, qui a donc l'utilisation des tablettes numériques dans la classe à la place des livres, ce qui va entraîner de profondes modifications dans les techniques d'enseignement et dans les modes d'enseignement. Tout ça basé sur les sciences cognitives, etc. Donc c'est passionnant, et je trouve qu'aux États-Unis, il y a des choses en fait passionnantes dans ce domaine-là qui sont en train de se faire. Donc ça aussi, c'est une autre partie du travail qui est vraiment intéressante. Voilà. Merci. Je vous en prie. Prenez une chaise aussi, peut-être, pour répondre aux questions. Vous êtes le seul debout. Alors, avez-vous des questions, des informations? Oui? Petite question d'information. Le site Moodle dont vous avez parlé, c'est une plateforme. La plateforme. Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il faut un mot de passe? Est-ce que c'est gratuit ou pas? Alors, cette formation en ligne était réservée aux professeurs qui s'étaient inscrits. Bon, il y avait un coût, bien entendu, parce qu'il fallait payer les tuteurs. C'était quand même une dizaine d'heures de synchrone, plus une heure, etc. Et c'est les tuteurs qui ont conçu aussi les modules. Alors, pour l'instant, c'est un code d'accès, bien sûr. Mais nous souhaitons mettre les projets, notamment les projets pédagogiques, à la disposition de tout le monde. Donc, on va mettre ces projets sur le site frenchculture.org. À titre informatique, la formation coûtait $120 d'inscription. Et pour ceux, les professeurs, ils étaient à peu près une douzaine sur 16 qui ont voulu les crédits des formations continues de l'Université d'Utah, c'était $120 supplémentaires. C'est-à-dire que pour $240, ils ont eu cette formation. Oui. Le partenariat que vous avez fait avec l'Université de l'Utah pour créer cette formation, est-ce que c'est bien l'Utah qui a décidé? Alors, le partenariat n'était pas pour la création de la formation. Okay. C'est notre service qui a passé commande à deux jeunes professeurs, l'un qui travaille à la Metropolitan University à Denver et l'autre qui travaille dans un collège, une université proche de Chicago. On a passé commande, ils ont créé les modules. Oui. Donc, et quand je dis que c'était 30 heures, on a fait une enquête d'évaluation finale. La plupart des professeurs qui ont suivi cette formation n'ont pas travaillé 2 heures en asynchrone. Tous ont travaillé au moins 4 heures. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de matériel d'appoint qui les a intéressés. Et donc, tout ça a été créé par ces deux professeurs. Non, l'Utah nous a simplement aidés à la fin, après avoir vu que les modules étaient de qualité. Donc, ils ont approuvé le cours et ils ont donné simplement administrativement les crédits. Voilà. Est-ce que vous avez des institutions qui, au lieu d'attendre que vous les approchiez,
essaye d'avoir justement un partenariat avec vos services pour construire justement ce genre de formation en ligne? Non, je le regrette, j'aimerais bien. Ah, très bien, je vous pose la question parce que justement, j'ai plein de projets dans la tête. Non, j'aimerais bien. Mais par exemple, j'ai appris, pas plus tard qu'il y a 2 mois, que Akron University travaillait sur un projet de formation à distance avec l'Université du Maine, en France. Oui. Du Maine, pardon. Et bon, j'ai appris ça après que tout avait été commencé, etc. On n'a pas du tout été associés. Mais c'est bien, je veux dire, c'est bien aussi de l'avoir appris. Ouais. Je me demande si vous êtes, vous faites des contacts avec les administrations dans le domaine de l'école publique, parce que étant professeur, nous sommes tous d'accord pour toutes les langues, mais ce sont nos administrations qui décident où est-ce qu'on va couper. Oui. Et je sais que mon district où je travaille dans l'État de Washington, il y a je ne sais pas si c'est le gouvernement exactement de Chine, mais le Confucius Institute, et ils envoient nos administrateurs partout pour apprécier la Chine. Et les autres langues, on est comme ça, mais on veut bien. Alors, moi, j'aimerais bien que nos administrateurs sachent comment c'est important et comment il y a des possibilités pour le français avec des autres majors dans l'université, tout ça. La première chose, je vous invite à prendre contact avec le consulat général à San Francisco. Donc l'attaché chargé de coopération éducative s'en va, puisque nos contrats sont des contrats de 4 ans en général. Il va être remplacé par quelqu'un de nouveau. Mais vous avez aussi des chapitres de la ATF. Et je sais que dans l'État de Washington, il y a donc un chapitre relativement actif. L'État de Washington a signé un Memorandum of Understanding avec donc une entente avec une académie, je ne me souviens plus si c'est, je me demande si c'est pas Nantes peut-être, faut voir. Oui, à Seattle et Nantes, oui. Donc là aussi, il faut essayer de vous appuyer sur ce réseau qui existe. Maintenant, évidemment, nous n'avons pas les moyens financiers de la Chine. La Chine a très très bien compris que la diplomatie culturelle est une diplomatie d'influence et que la promotion de la langue participe aussi de la promotion de tout ce qui vient après. Et par conséquent, oui, la Chine met actuellement beaucoup de moyens. Combien de temps, je ne sais pas. La France, le français a, je le répète, cette particularité, cette chance de lien historique très très fort, quasiment depuis les origines, avec les États-Unis, et un autre point fort qui est la francophonie. C'est pour ça que l'organisation de semaines de la francophonie, par exemple, peuvent être aussi des bons moyens de montrer l'intérêt du français. Je lisais aussi l'article qui se trouve dans le French Review de la part de ce professeur qui montre que même si un étudiant n'a jamais parlé français dans sa vie, le fait d'avoir étudié une langue étrangère, notamment le français, lui sera utile de par ce que ça apporte en formation intellectuelle, esprit critique, etc. Mais est-ce que vous avez une action, parce que je crois que c'est un petit peu le sens de ta question, oui. Est-ce que vous avez une action, je ne veux pas dire agressive, une action proactive vers tous ces administrateurs? Non, nous n'avons pas, je dois le reconnaître. Malheureusement, c'est trop souvent réactif. Et c'est trop souvent réactif lorsque on fait appel au comité advocacy de la ATF qui a des lettres toutes prêtes de défense de la langue lorsqu'il s'agit de réagir à une menace de disparition. Sur le plan proactif, c'est le programme que je viens de dire, c'est-à-dire essayer de travailler à la formation continue des enseignants, d'aider les enseignants dans leur travail quotidien. Je pense que l'enseignant est la base de la promotion de la langue. Et, si on peut aider un tant soit peu à ce qu'il se sente heureux dans son travail et fort dans son travail. C'est difficile d'avoir une action auprès de tous les chefs d'établissement. Ça vient plutôt de la demande. Si un professeur vient nous voir et nous demande quelque chose,
à ce moment-là, oui, on peut essayer de faire, pas seulement pour réagir à une menace. Je suis désolé de ne pas pouvoir en dire plus. D'autres questions? Les bourses Franklin dont vous parliez, Oui. donc ce sont de nouvelles Ça vient bourses. d'être créé cette année, coopération universitaire. Coopération universitaire, mais vous dites, donc ce sont vraiment pour des étudiants à double majeur, Oui. hein, uniquement ça. Oui. Oui. Et quel est le processus? Quels sont les types d'étudiants que vous avez déjà? Enfin, je sais que c'est tout nouveau, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est ma collègue attachée de coopération universitaire qui a lancé ce programme sur le budget de la coopération universitaire. Bon, j'ai été associé dans la mesure où, bien sûr, il s'agissait de français. Donc, nous avons reçu la première année déjà plus de 140 dossiers. On a un peu moins d'une vingtaine qui ont été retenus. Et en général, c'est étonnant, toutes les disciplines peuvent être représentées. Toutes les disciplines. Et on s'aperçoit qu'on peut très bien conduire des études de très très haut niveau. La plupart des étudiants avaient tous un GPA supérieur à 3,5. Et dans les domaines les plus invraisemblables. Voilà, et c'était la qualité du projet individuel qui comptait, puisqu'il ne s'agissait pas de projets de longue durée, mais plus des séjours qui pouvaient aller d'un mois à 6 mois. Voilà, donc le programme sera relancé bien sûr l'an prochain, c'est lancé vers le mois de janvier. Nous avons d'ailleurs mené avec des professeurs de Rhode Island une enquête sur les doubles majeurs et on s'aperçoit, et ça c'est on a eu à peu près 200 réponses. Donc 200 universités américaines et collèges américains ont répondu à cette enquête. Et on s'aperçoit que dans plus de la moitié, et ça c'est une tendance fondamentale, les étudiants qui font une majeure de français, presque 60%, ont aussi une autre double majeure. C'est-à-dire que l'avenir de la langue française dans les universités américaines passe par la capacité des autres étudiants à avoir aussi un double majeur dans une autre discipline. Les spécialistes ont forcément leur nombre pour la survie. Donc c'est pour ça que le programme Franklin répond parfaitement. Mais si on veut voir quelles sont les disciplines principales où il y a des doubles majeurs, c'est d'abord l'histoire. Vous voyez, l'histoire. Je vous parlais des liens privilégiés entre la France et les États-Unis, qui se fondent sur l'histoire commune. On a beaucoup d'histoires communes. L'histoire, les arts, bien entendu. Et la première discipline scientifique, c'est la biologie, mais avec un nombre assez important. Pourquoi? Parce que, il ne faut pas l'oublier, la France, c'est aussi un grand pays de recherche scientifique, et notamment dans les biotechnologies. Ça serait intéressant, je crois, d'avoir des témoignages vidéo, justement, de ces étudiants avec leur expérience de double majeur. Parce que ça, je pourrais montrer à mes élèves en classe, pour ça, continuer avec le français à l'université. Ça serait très intéressant. Oui, c'est une très bonne idée. On va y réfléchir. L'article dont je vous parle, du professeur de l'Université d'Arizona, il dit que lui-même, en personne, donc il prend son petit bâton de pèlerin et il fait le tour des high schools de son État pour aller présenter son programme dans les high schools, parce que le recrutement pour les doubles majeurs commence dès high school. Ça commence tôt. Ça commence 2 ans avant qu'il soit à l'université. Tout à fait. D'autres questions? Je suis très intéressée à la méthode de clairvoyance mentaliste dont vous avez parlé. Est-ce que vous pourriez nous donner une référence ou quelque chose pour lire plus? Alors, ce que Clairvoyance Mentaliste a créé, c'est une méthode qui s'appelle Eurom 4. Ça fait déjà plus de 15 ans. Son travail est poursuivi actuellement par une professeure de l'Université de Rome. Elle s'appelle Madame Buonvino. Et elle vient de sortir cette année, il y a quelques mois, une nouvelle méthode qui s'appelle Eurom 5. Je suis sûr que si vous tapez sur Internet Eurom 5, vous aurez des références sur cette méthode. Après, il y a, mais vous trouverez dans le petit article là
qu'on a commis au début de ce numéro, qui est un numéro spécial consacré à l'avenir du français aux États-Unis. On présente aussi 2 ou 3 autres méthodes. Il y a une méthode qui a été créée par un professeur de Toulouse pour le public des jeunes de 8 à 11 ans, qui s'appelle Euromania. Et puis après, il y a l'Union latine, qui joue un rôle important en Europe, entre pays de langue latine, qui a créé sur Internet des petits jeux de sensibilisation à l'intercompréhension. Mais la méthode la plus avancée sur le plan de la recherche de ces applications, c'est Eurom 5 actuellement. Et ça permet à des étudiants d'université, on parle bien d'étudiants d'université, qui sont spécialistes dans tel ou tel domaine, de pouvoir apprendre à lire en peu de temps, moins d'une centaine d'heures, des textes de leur spécialité dans au moins 4 ou 5 langues apparentées, donc de la même famille. Il y avait à Aix un DVD correspondant à Europe 4. Oui. Et est-ce que le nouveau programme Europe 5 a un support du même genre? Alors moi j'ai vu le livre, c'est un gros livre, on me l'a donné. Je suppose que le DVD devrait venir avec, sûrement. Je n'ai pas vu le DVD. Le DELF, pardon, Oui. je monopolise la parole, mais c'est mon domaine, donc c'est pour ça que je pose des questions. Où sont, le nombre de centres d'examen du DELF aux États-Unis? Alors oui, je vous avais dit que notre service à Washington était responsable de la gestion du programme des assistants de langue américains. Mais il y a une autre gestion plus importante, c'est celle des centres d'examen du DELF aux États-Unis. C'est nous qui sommes le relais du Centre international d'études pédagogiques, ACEP, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et qui a la charge de créer les examens du DELF. C'est une équipe de plus d'une vingtaine de spécialistes qui préparent des examens pour le monde entier. Ce sont des examens nationaux délivrés par le ministère de l'Éducation nationale. Bien. Notre service, donc, a une double fonction. Premièrement, on reçoit des candidatures d'institutions qui veulent devenir centres. On vérifie si cette candidature répond aux critères. Le critère principal, c'est que l'institution doit avoir des professeurs habilités comme examinateurs correcteurs du DELF. Cette habilitation s'obtient après une formation d'une trentaine d'heures par un formateur qui lui-même est habilité comme formateur par le Centre international d'études pédagogiques ACEP. Nous avons quelques formateurs habilités aux États-Unis. On a à peu près 5 ou 6 aux États-Unis. Donc ça, c'est notre premier rôle. Deuxième rôle, c'est d'envoyer au CIEP, au mois de décembre, la liste des centres qui seront agréés, ainsi que le calendrier des sessions de l'année suivante. Nous avons droit à 7 sessions par an, et en concertation avec les centres, nous fixons le programme. Et notre troisième rôle, c'est de fixer les tarifs. C'est nous qui fixons les prix. Par exemple, quand je suis arrivé, le tarif pour le A1, A2 était de $105, B1, B2, $140. J'ai trouvé que ces tarifs étaient trop élevés pour avoir quelque effet, disons, attractif sur la population la plus importante pour nous, qui est celle des élèves. Il fallait développer ces examens dans le milieu scolaire, notamment donc, dans des écoles privées qui peuvent être intéressantes. On a donc baissé le tarif de $105 à $60 et de $140 à $80 dans un premier temps. Alors pourquoi ces coûts? Parce qu'il faut payer un pourcentage au CIEP pour le travail d'élaboration des examens, de gestion des diplômes, il faut payer les examinateurs correcteurs, il faut payer aussi le centre dans son administration technique de la gestion de la session. Mais bon, on est arrivé quand même à réduire déjà les coûts. Alors actuellement, il y a 14 centres aux États-Unis qui sont tous des alliances françaises, à l'exception d'un centre
qui vient d'ouvrir cette année. Nous avons beaucoup assisté pour ça. C'est que nous n'avons pas voulu que le centre d'examen à Salt Lake City soit l'Alliance française, qui était candidate, et nous avons préféré accorder le statut de centre d'examen à la Utah State University, qui proposait déjà le délai, c'est-à-dire le diplôme d'espagnol, et c'est cohérent. Et notre désir serait que cette université puisse ensuite proposer le DELF aux écoles bilingues de l'Utah. Donc pour l'instant, il y a une université qui est centre d'examen, et on espère que ça va se développer. Il y avait une université qui était centre d'examen il y a plusieurs années à Philadelphie, et puis ils ont arrêté. Mais là, ça y est, ils recommencent à s'intéresser. L'Association américaine de professeurs français, le chapitre de Philadelphie, voudrait recréer un centre d'examen à Philadelphie, dans une université. Avez-vous d'autres questions? Je suis désolé, c'est un tout petit peu aride et technique. Mais non, c'est absolument passionnant, moi je dois dire. Bah, écoutez, un grand merci. Non, merci Laura. Nous allons vous emmener manger à Proctor. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vous asseoir à notre table pour continuer la conversation avec M. Duty. Et puis si vous êtes professeur, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services, bien évidemment. On est là à votre disposition. Voilà. Merci.